La parole est à monsieur Samuel Vétier, en qualité de second demandeur. Merci, Monsieur le Président. À Créon, qui l'accuse de parricide et d'inceste, Édip rétorque. Si, comme il est avéré, j'en suis venu aux mains avec mon père et l'ai tué, ne sachant ni ce que je faisais, ni contre qui, comment peux-tu me reprocher cette action comme un crime? Et tu n'as point honte de me contraindre de parler de mes noces avec ma mère qui fut ta sœur? Certes, elle m'a enfanté, ô malheureux, m'ignorant, moi qui l'ignorais. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs, la fin du mythe est connue de tous. Édipe est condamné, il est exclu de Thèbes, et la tradition rapporte que sa douleur fut terrible. Mais ce qui est moins connu, c'est que ça n'est pas la fin du mythe. Dans Édipe à Colonne, Sophocle poursuit le récit. Édipe est recueilli par les Athéniens qui lui offrent après sa mort une sépulture. Ils comprennent son malheur et son innocence parce qu'ils savent que le crime commis dans l'ignorance n'est pas un crime. Les faits vous sont connus. Un homme est accusé d'avoir séquestré une personne, quoiqu'il ignorât sa présence sur place. La question qui vous est posée est celle de savoir si la consommation de l'infraction de détention ou séquestration arbitraire d'une personne déterminée requiert la connaissance par l'auteur de la présence sur place de cette dernière. Comme Sophocle, vous répondrez par l'affirmative. Parce qu'une infraction intentionnelle ne peut pas être commise dans l'ignorance. L'ignorance interroge tout à la fois l'élément moral et l'élément matériel. Ainsi, reconnaître le crime de séquestration constituerait une double erreur. Oublier l'intention d'abord, négliger l'action ensuite. Oublier l'intention d'abord. L'infraction de séquestration arbitraire est nécessairement intentionnelle. Il n'existe pas d'infraction de séquestration non intentionnelle. Or, l'ignorance par l'agent de la présence sur place de la personne dissimulée impose de reconnaître qu'il n'avait pas l'intention de séquestrer. Tout au plus a-t-il été imprudent, mais l'imprudence ne permet pas de consommer l'infraction de séquestration. L'ignorance d'une part, l'imprudence d'autre part. L'ignorance d'une part, dans les premières scènes d'Hernani, lorsque Don Carlos s'introduit dans la chambre de Dona-Sol, puis s'enferme dans l'armoire pour assister à la rencontre entre Dona-Sol et Hernani. Imaginons que Victor Hugo ait décrit une porte qui ferme mal, que l'un des battants de la porte eût été légèrement ouvert, qu'il eût gêné les deux personnages et que la seule façon de la fermer fut de pousser la porte et de la verrouiller. Imaginons qu'Hernani ait fait ce geste. Devrait-il être regardé comme coupable de la séquestration de Don Carlos? Non, bien sûr, dès lors qu'il ignorait la présence de la victime dans l'armoire. La consommation d'une infraction requiert, en principe, l'intention de son auteur. L'article 121-3 du Code pénal prévoit à ce titre qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Il en résulte que l'intention exige de vérifier que l'agent avait la conscience et la volonté de commettre l'infraction. Et comme pour toute autre infraction intentionnelle, cette vérification s'impose en matière de séquestration arbitraire. Le juge pénal doit rechercher si l'agent avait la conscience et la volonté d'entraver la liberté d'une personne déterminée. À ce titre, la Chambre criminelle a énoncé en 1996 que la séquestration est punissable dès lors que l'auteur de celle-ci a eu la conscience de priver une personne de sa liberté. L'obligation de rechercher l'intention en matière de crime ou de délit s'oppose en particulier à la consommation de l'infraction lorsqu'une erreur de fait est commise par l'agent. En cas d'erreur de fait, écrit monsieur le professeur Jacques Leroy, l'intention n'existe plus et l'acte n'est pas punissable. Dans l'affaire qui vous est soumise, l'agent est victime d'une erreur de fait. Il n'avait pas connaissance de la présence sur place d'une personne supplémentaire. Celle-ci s'est en effet dissimulée au regard de l'agent
avant qu'ils ne s'en aperçoivent. Et chacun le comprend, la conscience s'accommode mal de l'ignorance. Les arguments de la partie adverse ne résistent pas à l'analyse. La caractérisation de la volonté de séquestrer ne peut s'opérer qu'au prix d'une entorse faite à la lecture stricte du droit pénal. La thèse adverse consiste à faire présumer l'intention de séquestrer sur le fondement de la seule présence d'une première victime. Mais cette solution ouvrirait la voie à une répression pénale fonctionnant par hypothèse. L'agent connaissait-il la présence de la personne recluse? Rien n'indique avec certitude qu'il l'aurait séquestrée. Et en la matière, le doute doit profiter à l'accusé. Si bien que l'agent n'avait pas l'intention de séquestrer, tout au plus peut-on lui reprocher une imprudence. L'imprudence, d'autre part. À la fin des Aristochats, Edgar, le majordome, ambitionne d'enfermer les chats héritiers dans une malle et de les envoyer à Tombouctou. Mais la situation s'est renversée. Ce sont finalement les chats qui ont enfermé Edgar dans la malle. Les postiers qui ont reçu le colis n'ont pas perçu la présence d'un être humain. Ils ont donc été imprudents, mais cette imprudence ne permet pas d'engager leur responsabilité pénale au titre de la séquestration. L'imprudence se distingue de l'intention. Et pour qu'une infraction non intentionnelle puisse engager la responsabilité pénale d'un agent, il faut qu'un texte réprime le comportement visé. Par exemple, l'homicide involontaire est réprimé à l'article 221-6 du Code pénal et se distingue de l'homicide volontaire réprimé à l'article 221-1 du Code pénal qui ne permet d'engager la responsabilité pénale que du seul auteur habité par l'animus necandi. En revanche, il n'existe pas d'infraction de séquestration involontaire. Qu'on l'approuve ou qu'on le regrette, le principe de l'égalité fait obstacle à la caractérisation d'une séquestration par un auteur qui aurait commis une simple faute non intentionnelle. Certes, l'agent a peut-être été imprudent. Il n'a pas vérifié la présence éventuelle d'une personne dissimulée. Mais cette seule circonstance ne permet pas d'engager sa responsabilité pénale. Par ailleurs, ce comportement est une omission. Or, la séquestration est une infraction non d'omission, mais exclusivement de commission. Négliger l'action, ensuite. La séquestration suppose un rôle actif de l'agent. Ici, l'accusé s'est abstenu de toute intervention. C'est la personne dissimulée qui s'est en réalité elle-même séquestrée. Cette circonstance fait obstacle à la caractérisation de l'élément matériel de l'infraction. L'abstention de l'accusé, d'une part, l'action de la victime, d'autre part. L'abstention de l'accusé, d'une part. Dans le roman de Marcel Pagnol, Jean de Fleurette veut accéder à un point d'eau pour fertiliser ses terres. Il utilise des explosifs et trouve la mort. Cette circonstance, cet événement ne se serait pas produit si César Soubeyran, le papet, lui avait révélé où se trouve la source, ce qu'il ne voulait pas faire pour servir ses intérêts personnels. Le silence gardé par le papet doit-il être regardé comme fautif? En tout état de cause, ce seul fait ne suffit pas à caractériser l'homicide volontaire. Outre que l'élément intentionnel, bien entendu, fait défaut, l'élément matériel fait également défaut pour deux raisons. D'abord, le rapport entre l'abstention de l'un et la mort de l'autre est sans doute trop ténu. Surtout, le comportement du papet est une omission. Or, l'homicide volontaire est une infraction de commission. La théorie de la commission par omission est d'ailleurs minoritaire en doctrine et elle n'a jamais été suivie par la jurisprudence. Les juges Poitvin l'avaient notamment écartée au début du siècle dernier dans la fameuse affaire de la séquestrée de Poitiers. Ainsi, monsieur le haut conseiller Angevin écrit que le meurtre suppose un acte positif et ne saurait être constitué par une simple omission. Celui qui l'a faite eut-il l'intention de donner la mort? L'infraction de séquestration arbitraire se consomme selon une logique similaire. L'article 224-1 du Code pénal incrimine le fait, sans ordre des autorités constituées, d'enlever, d'arrêter, de détenir ou de séquestrer une personne.
Ces infractions ne se conçoivent pas sans acte de commission. Madame la professeure Michèle Laure-Rassa écrit « L'élément matériel de l'infraction de séquestration arbitraire est nécessairement d'action. La qualification ne peut donc être reprochée qu'à ceux qui ont personnellement accompli l'un des actes matériels prévus par la loi. » La Cour de cassation a jugé en 1989 que l'agent doit jouer un rôle actif dans la volonté d'empêcher les victimes de circuler librement et de les isoler du monde extérieur. Or, dès lors que l'accusé n'avait pas la connaissance de la présence sur place de la victime, aucun rôle actif ne peut lui être imputé. Seul pourrait lui être reproché un comportement négatif. Il ne permet donc pas de caractériser l'élément matériel de l'infraction. D'ailleurs, l'article 224-1 du Code pénal prévoit expressément une réduction de peine en cas de libération volontaire de la victime par l'agent. Cette disposition témoigne précisément du rôle actif que doit endosser l'agent dans la privation de liberté. Il doit exercer un contrôle, un pouvoir physique qui lui permette de libérer la victime. Comment pourrait-il exercer un tel pouvoir et procéder à cette libération s'il ignore la présence même de la personne dissimulée? Le rôle actif, finalement, était tenu par la victime. L'action de la victime, d'autre part. Dans le roman « Ils étaient 10 » d'Agatha Christie, Vera Clayton, prise de remords après avoir tué Philippe Lombard, glisse la corde autour de son cou, elle bascule la chaise. Qui lui a donné la mort? Elle-même. Ce suicide était pourtant anticipé par le juge Wagrave, celui-là même qui a confessé être à l'origine de la tragédie qui s'est déroulée sur l'île du Soldat. Et s'il est coupable du meurtre de 7 autres invités, s'il a mis en scène la corde et la chaise dans la chambre de la jeune femme pour l'inciter à se tuer, est-il pour autant coupable de la mort de Vera? La rigueur des principes du droit pénal s'y oppose. L'homicide est une infraction de commission et Vera a réalisé elle-même les actes matériels qui ont provoqué sa mort. Cette circonstance s'oppose à ce qu'on puisse imputer sa mort à l'action du juge Wagrave. Quant aux 7 meurtres préalables, ils ne sont pas de nature à modifier ce raisonnement, dès lors qu'ils n'ont aucune incidence sur l'élément matériel de l'infraction. De même, lorsqu'un cambriolage conduit une personne déterminée à se reclure dans une pièce sans que l'auteur connaisse sa présence sur place, elle se séquestre elle-même. Elle endosse finalement elle-même le rôle actif qui l'isole du monde extérieur. L'accusé, dans ce cas, n'a pas commis la détention arbitraire. Il ne suffit pas à cet égard que la privation de la liberté soit une des conséquences des agissements de l'agent. Il faut que l'atteinte à la liberté soit la conséquence directe des agissements de l'agent. L'article 224-1 du Code pénal réprime non pas tout acte qui cause une privation de liberté, mais seulement les faits qui ont pour objectif immédiat de porter atteinte à la liberté d'une personne. S'il n'a pas accompli les actes matériels directement responsables de l'atteinte à la liberté, l'agent ne peut pas être responsable de la séquestration. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs, Édipe raconte la prophétie qu'Apollon lui a faite. Il me prédit, dit-il, la fin de mes maux lorsque j'aurai atteint pour un terme un pays où je rencontrerai une demeure hospitalière. Et il me dit que là, je finirai ma misérable vie pour le bien de ceux qui m'accueilleraient et pour la ruine de ceux qui me chasseraient. Les dieux ont promis d'apporter un grand bénéfice à ceux qui ont accueilli et offert une sépulture à Édipe. En accordant ce bénéfice, les dieux ne l'ont-ils pas eux-mêmes réhabilité? Eux aussi ont choisi. Édipe n'est pas coupable. Vous casserez. Je vous remercie.